Historiquement vôtre. L'histoire, ce n'est pas que des dates, des traités bilatéraux et des déclarations de guerre, c'est aussi des hommes et des femmes qui agissent selon leur personnalité, leur goût, leurs croyances, parfois leur humeur. Qui n'a pas rêvé d'être un jour une petite mouche pour pouvoir entendre ce qu'ils disaient par exemple à la table ronde du roi Arthur ou lors d'une réunion du Conseil de la Résistance? Assez. Viens, salope. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de décoloré? Je vais te dresser, moi, Oui, Stéphane, dans les coulisses de l'histoire, les débats sont parfois houleux. Et chaque jour, vers 5h moins le quart, on vous entraîne dans les coulisses passionnelles de l'histoire, des querelles familiales, des règlements de compte sanglants, du sexe. Ça, vous aimeriez, Stéphane, vous êtes obsédé un petit peu. Un peu, disons que c'est ce qui rend l'histoire attrayante, évidemment. C'est une porte d'entrée intéressante. Et vous-même, vous pouvez vous identifier grâce à cela, l'histoire. C'est peu ou prou le CV de notre historienne. Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors notre plongée du jour dans l'intimité de l'histoire commence avec la plus sensuelle des impératrices, la grande Catherine II de Russie, née en 1729. Morte à 67 ans en 1796. Et alors, son seul nom suffit à émoustiller les foules en général et bien évidemment vous en particulier. Oui. Voilà, parce que qui dit Catherine II dit sexe. Voilà, Catherine II, sans l'ombre d'un doute, elle souffrait de nymphomanie. Elle le reconnaissait tout à fait elle-même. Elle parlait sans aucune gêne de sa soif insatiable de plaisir et de volupté. Et alors, quand on évoque Catherine II, c'est toujours un peu la tarte à la crème. On passe toujours en revue 3 thèmes incontournables: ses essayeuses, la multitude de ses jeunes amants et le cabinet érotique de Tsarskoïe-Selo que Stéphane, Stéphane a vu, il a visité, il a apprécié, il va nous raconter. Alors, ne dérogeons pas à la règle. Les essayeuses ou éprouveuses, c'était la comtesse Bruce ou Anna Protasova, des proches de la reine, qui testaient elles-mêmes les prouesses sexuelles et intellectuelle. Donc là, je ne sais pas si vous auriez tous les deux passé là-bas. Des deux beaux garçons. S'il vous plaît. Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas sur cette elle voulait question. Elle vérifiait si c'était vigoureux. Exactement, mais pas simplement. Parce qu'effectivement... Il fallait qu'ils aient de la conversation pour après. Voilà. Oui. Alors Catherine, heureuse, quand elle fumait sa cigarette. Alors, les candidats étaient d'abord examinés de fond en comble par un médecin. Ça doit être un passage pas forcément très affriolant. Puis ces dames, après les avoir essayés, décidaient donc s'ils avaient assez de vigueur et de conversation pour pouvoir... Je suis sûr qu'il y en avait qui se les gardaient. Au lit de Catherine. Bien sûr. En tout cas, elle les essayait. Alors, une ribambelle de beaux garçons va surmonter cette impitoyable sélection. Zavadovski, Zorich, Rimsky, Korsakov. Et le compositeur. Oui. Il n'était pas encore tout à fait né. Alors, il y en a un autre, le malheureux Lanskoy. Lui, il voulait tellement bien faire, le pauvre gars. Il s'est détruit la santé en consommant trop d'aphrodisiaques. Et il en est mort. Et alors, bien sûr, le dernier d'entre eux, celui qui fait rêver toutes les quinquagénaires, le très ravissant Platon Zubov, de 38 ans moins âgé que Catherine, figurez-vous, messieurs. Oui, mesdames, ça fait rêver. Alors, quand on avait donné satisfaction à l'impératrice, on avait droit à toutes sortes de compensations, elle n'était pas ingrate. Titres, fonctions officielles, propriétés, palais, serfs par milliers, argents et pierres précieuses à profusion. Catherine était toujours très généreuse pour ses vremenchiki. C'est comme ça qu'on les appelait dans le petit peuple russe. Les vremenchiki, ça veut dire les éphémères. Alors, dernier élément de la trilogie sensuelle tarte à la crème de la tsarine, le fameux cabinet érotique de son paillet d'été de Tsarskoïe-Selo. Alors, vous êtes le seul ici à l'avoir vu, Stéphane. Qu'en avez-vous pensé? C'est-à-dire que tout est sous forme, tout est sexuel. C'est-à-dire les meubles, tout est une évocation du sexe masculin ou féminin. On s'assoit sur un fauteuil. Oui, exactement. Des phallus, des seins, des cuisses, des fesses, sculptés dans les pieds et les accoudoirs des tables. Il n'y a que ça. À la fin, n'ai plus envie. Alors, pour recevoir sa belle-mère le dimanche, c'est quand même pas top. Alors, tout ça, c'est donc le cliché classique. C'est dur à dire. C'est le cliché classique de la tsarine, Catherine Croqueuse d'homme. Mais passons maintenant à la seule chose véritablement grandiose dans la vie, l'amour. Car si Catherine consomma beaucoup d'hommes, bien souvent, comme l'écrit Henri Troya, l'âme n'avait aucune part dans leurs tristes ébats. Or, même si elle vécut 10 ans avec Orlov, dont elle eut 2 enfants, et Poniatowski, il est un homme, un seul, qu'elle aima par-dessus tout.
Grigori Potemkin, hein, le beau un cuirassier. géant, ah bah oui, un géant échevelé, l'air d'un cyclope habillé en courtisan, c'est quand même autre chose que Platon Zubov se gringalait. Alors aucun autre que lui n'atteignit un tel degré d'intimité physique et intellectuelle avec la tsarine. Il n'était certes pas le plus beau, non. Il était borgne, il ne prenait même pas la peine de cacher son œil crevé. Mais le plus viril, le plus courageux, le plus fou, le plus sincère, le plus amoureux, le plus russe, c'était Grigori Potemkin, mon mignon chéri, mon âme sœur, mon tigre, mon Grishenka, mon coq d'or. Sont les petits noms que lui donnait la tsarine, hein. Alors, quand elle en eut marre de lui comme amant, il devint non seulement son ami, mais sans doute aussi son mari à la manière de Madame de Maintenon avec Louis XIV. Hein. C'était vraiment son alter ego. Et on pense qu'ils se sont mariés fin 1774 à Saint-Pétersbourg. Les documents ont disparu, mais on a conservé plus d'une vingtaine de lettres où Catherine lui écrit « Mon mari chéri, mon cher époux » ou encore « Je reste votre fidèle épouse qui vous aime d'un amour éternel ». Leurs infidélités respectives n'entameront jamais en rien l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Tous deux partageaient une même vision de la Russie. Pour elle, il conquit la Crimée et combattit comme un lion contre les Turcs. Qu'est-ce que vous avez fait, vous deux, hein, pour les femmes de votre vie? Alors, à vous tous. Je vous rappelle, ça nous pose des problèmes en Ukraine aujourd'hui. Il faut le remercier, là. Mais alors, à vous tous qui m'écoutez, Oui. hein, sauf exception faite de Mathieu et Stéphane, parce que je sais déjà leur réponse. Mais moi, je vous le demande, mesdames, messieurs, tout bien considéré. Qu'est-ce que vous enviez le plus chez la grande Catherine II? Ces petites histoires de fesses ou sa grande histoire d'amour avec Grigori Potemkin? La grande histoire d'amour avec le borgne. Ouais. C'est tellement bien dit, Stéphane. Alors là, vraiment, ça on a donne envie. Ça Ah donne bah non, envie. mais oh Ça donne là envie. là. Mais vous dites les petites histoires de fesses. Moi, je trouve qu'elle a porté ça presque au rang d'art. Mais C'était oui, des bien grandes sûr. histoires de fesses. Elle était dans la volupté. C'était presque un art de vivre. Moi, je trouve pas ça. Je trouve que c'est intéressant aussi. Oui, c'est très intéressant. Surtout que les femmes à l'époque vivaient. Oui, c'est Donc c'est d'accord. une femme Oui. qui vit avec des hommes qui ont 40 ans de C'est moins qu'elle. La première Ouais. cougar. Donc, la première cougar de l'histoire. Ah bah non, ça c'est Non. Diane de Poitiers. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est une autre histoire. Merci Clémentine Portier-Kaltenbach.